Il y a un sujet que je n'avais pas encore abordé jusqu'à présent, c'est celui des relations sociales au sein des entreprises. Et donc, je profite de mon amitié avec un camarade qui s'appelle Gérald Régnier, et nous allons aborder un sujet auquel nous avons donné un titre provisoire au moment de cet enregistrement, qui sera celui du syndicalisme étudiant au syndicalisme professionnel. Gérald Régnier est de formation d'abord politologue, il a fait ensuite des études de sciences du travail, tout cela à l'Université libre de Bruxelles. Il est à l'origine, à l'initiative de l'USE, c'est-à-dire de l'Union syndicale étudiante. Il en reparlera dans quelques instants. Et à l'heure actuelle, il est formateur à la FGTB Bruxelles, c'est-à-dire à la Fédération Générale du Travail de Belgique, voilà, section Bruxelles, enfin on ne dit pas section, on dit fédération, région Bruxelles, régionale de Bruxelles. En outre, il est animateur, toujours dans le cadre de la FGTB, du collectif Résiste, et il nous expliquera tout à l'heure ce qu'il faut comprendre sous cette dénomination. Première question, donc Gérald, que je vais poser, c'est celle qui a attrait avec l'USE, donc l'Union syndicale étudiante. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est l'origine de cette organisation syndicale, quand elle a été créée, dans quel contexte, par rapport à quelle situation existait-il déjà une organisation représentative ou des organisations représentatives des étudiants alors en communauté française, donc dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais je ne crois pas que ça s'appelait déjà comme ça à cette époque-là. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer donc ce qu'est l'USE, où elle est implantée, université, hautes écoles, partout en communauté française, ou bien si c'est vraiment localisé à Bruxelles, puisque c'est ton terrain de chasse, excuse-moi l'expression. Donc voilà, ce sera donc ma première question. Okay. Parce que je crois que tu y as joué un rôle important, donc je t'interroge ici en tant qu'acteur principal, ou en tout cas ayant joué un rôle prépondérant donc, dans la création de l'USE. Donc, l'USE, en fait, c'est une organisation que si tu la replaces dans le temps, elle a 8 ans. Hein, parce que donc, on l'a créée en avril 2010, oui, avec un tout petit comité de 6 personnes à la base, qui était exclusivement à l'ULB. Et si j'ai bon souvenir, ils étaient quasiment tous en sciences politiques. Donc c'était vraiment... Oui, c'est sans doute pas par hasard non plus. C'était pas par hasard. C'était pas par hasard. Exactement. Et il y en avait des autres qui venaient d'ailleurs et ils avaient une énorme importance. Et de la même année aussi? Non, non. Ah non, heureusement, parce que là, ça serait... Et on était, oui. On avait tous eu une expérience dans la délégation étudiante, représentation officielle, donc les structures qui existent, qui sont reconnues en fait par les universités et par la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles. Quand tu dis la délégation étudiante face au pouvoir public ou face aux institutions universitaires ou les hautes écoles qui existaient à l'époque? Les deux. Voilà. C'est-à-dire que moi j'avais une expérience dans la délégation de l'ULB, qui était le bureau des étudiants administrateurs, l'UBEA, qui représentait les étudiants au conseil d'administration. Donc moi j'avais une expérience dans ce bureau, pas au conseil d'administration, juste comme membre du bureau. J'avais aussi une expérience depuis près de 2 ans à la FEF, où j'avais été ce qu'on appelait conseiller fédéral. Tu peux expliquer ce que c'est que la FEF? La FEF, c'est la Fédération des étudiants francophones, et qui est donc en gros la plus grosse structure étudiante de représentation étudiante en communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce que jadis ça a pu être l'UNEF en France ou... Oui, l'UNEF, mais par contre, il n'a pas le même mode d'organisation que la FEF. Et au contraire, l'USE a essayé de s'en rapprocher beaucoup plus au niveau de sa structure, pas de ce qu'elle pense nécessairement. D'accord. Et la FEF, elle a une orientation politique particulière, elle a des objectifs que tu pourrais définir en quelques mots?
La FEF, je pense que si on doit la résumer très rapidement, c'est non seulement c'est la principale structure étudiante, c'est probablement celle qui a amené les aspects les plus progressistes sur ces 30 dernières années pour les étudiants. Donc c'est une structure qui remonte à loin dans l'histoire étudiante du pays, mais qui s'est structurée vraiment à partir des années 80 et qui a eu son heure de gloire dans les années 90, où elle va vraiment structurer tous les petits comités étudiants qui existaient jusque-là pour faire une seule grosse fédération. C'était déjà une fédération, mais elle va vraiment devenir monopolistique dans les années 90. Et elle va poser les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la participation, c'est-à-dire l'obligation pour tous les établissements scolaires de mettre en place des délégations étudiantes avec un budget et un pourcentage de représentation des étudiants dans l'institution. Quand tu dis scolaire, tu parles aussi bien du secondaire que du supérieur. Je parle uniquement dans le supérieur. Ah oui. En fait, auparavant, c'était les établissements du supérieur qui choisissaient s'ils voulaient, oui ou non, organiser une participation. Il y avait toute une variété de possibilités, qui mettaient un pourcentage d'étudiants, parfois juste un comité de consultation, etc. Là, il va y avoir une règle unifiée qui va sortir, ce qu'on appelle le décret participation. Oui. Et il va en avoir deux qui vont sortir. C'est un peu son gros fait d'armes de cette époque-là. Et en face de ça, il y a une autre organisation. Voilà, mais dans ces luttes-là, et notamment, il y avait toute une tendance à la FEF qui portait à l'époque notamment la question du refinancement de l'enseignement, puisque les années 90, c'est aussi le plan d'austérité dû à la création de la communauté française. Je passe très vite là-dessus. Mais donc, les étudiants sont en partenariat aussi contre ce plan d'austérité qui a causé les fusions des hautes écoles à l'époque. Cette ligne plus à gauche que simplement la question de la démocratie étudiante va très vite causer des conflits en fait dans les étudiants. Elle va se scinder fin des années 90 et donc la FEF va perdurer et va se créer ce qu'on appelle l'Union des étudiants de la communauté française, l'UNECOF, qui n'a pas officiellement une position ouvertement plus à droite, mais qui clairement avait une opposition à une ligne, je veux dire, parasyndicale dans la FEF, d'opposition au plan d'austérité dans ce cas-ci, qui clairement avait une orientation politique et qui politisait les étudiants sur cette question. Et alors l'USE par rapport à ça? L'USE arrive une dizaine d'années plus tard. D'accord. Et va par contre ouvrir des nouveaux débats qui pour moi sont apparus avec les années. C'est-à-dire qu'avec le fait que la FEF est devenue institutionnalisée, puisqu'elle va mettre en place le décret de participation qui va la faire, que maintenant elle est un acteur incontournable. Voilà. Et en fait, on va avoir une situation de monopole. Donc moi, je vais m'y retrouver parce que ça me semblait être l'endroit où je me retrouvais. Mais en fait, il n'y avait rien d'autre, en vrai. Il n'y avait pas vraiment un choix. Ça ne me posait pas un problème. La FEF, je veux dire, politiquement, pouvait répondre à la peu de politisation que j'avais encore au début de mes études. Mais des conflits vont naître. Et donc ça va être un peu... Il va y avoir des oppositions politiques internes assez radicales qui vont faire qu'on s'est trouvé devant des conflits où en fait notre conception de ce qu'on voulait faire au niveau du syndicalisme étudiant était... on ne pouvait pas rompre ça. En fait, ça ne pouvait provoquer que des scissions ou des fusions. Et en fait, c'est ce qui va m'arriver. Donc on va se retrouver avec plusieurs militants on n'est pas d'accord sur une série de pratiques qui se font dans la délégation de l'ULB pour le coup, mais qui faisaient suite déjà des problèmes qu'on avait déjà eu à la FEF quelques années avant, et aboutissent tout simplement on crée des listes étudiantes opposées, mais ce n'est pas des syndicats, ce sont des listes où on y va en son nom personnel, et on les perd ces élections. Et on est 3-4 listes à avoir cette situation. Et donc en fait, c'était des problèmes d'organisation, de délégation, comment dirais-je, certains qui peut-être, je ne sais pas, puisque je ne connais pas le sujet, qui exerçaient des mandats qui étaient peut-être ou pas impératifs et qui, menaient peut-être des politiques qui n'étaient peut-être pas celles qui correspondaient à ce qu'on aurait souhaité qu'elles soient lorsque les délégués avaient été élus, c'est ça. Ou bien ce sont des problèmes vraiment de fond, où au départ, il y a au sein de la FEF, ce qui va, si j'ai bien compris, devenir un jour l'USE, des problèmes de contenu de fond. Les deux sont peut-être liés, je ne dis pas, mais est-ce que c'est vraiment plutôt sur des problèmes de ligne politique ou ça concerne essentiellement l'exercice du mandat lui-même? Donc autrement dit, plutôt des problèmes, je dirais, politiques ou des problèmes de type organisationnel, institutionnel?
Mais les deux sont peut-être liés, hein, bon, puisque je ne connais pas le problème. Les deux sont liés, parce qu'en fait, je pense que quand j'étais à la délégation étudiante de l'ULB, au BEA, il y avait une longue tradition où ouvertement on se déclarait comme une des structures les plus... On était là pour tirer la fève à gauche, on se le disait ouvertement. Hein. C'est ça. Le BEA avait à l'époque un drapeau noir et rouge, je veux dire, les couleurs étaient annoncées. Hein, et quand on y entrait, je veux dire, il n'y avait pas de problème au fait qu'on me dise... on parlait de Marx, je veux dire, on était des militants très très engagés à gauche. Et donc au début, a priori, on est tous d'accord. Donc il n'y a pas de problème. Oui. Et ce qui va arriver, ça va plutôt être en fait une opposition vraiment sur... il va y avoir des questions d'objectifs. On va commencer à nuancer sur comment est-ce qu'on avance sur des problématiques sociales étudiantes. Est-ce qu'on avance sur des grands programmes? Donc ça, c'était plutôt la ligne dans laquelle je me retrouvais au début, je vais revenir après sur la question politique, oui. Des tendances politiques à l'intérieur. Et donc, ce qui va vraiment poser, c'est est-ce qu'on avance petit pas par petit pas, ou est-ce qu'on avance sur des grands dossiers? Ou est-ce qu'il y a une solution entre les deux? Ça, c'était un peu Et donc, moi, je me retrouve dans une FEF qui, à l'époque, donc la FEF, historiquement, a été quand même proche, a eu beaucoup de cadres, a sorti beaucoup de cadres qui ont ensuite fini plutôt écolo. Fin des années 2000. Voire ministre, parce que moi voire ministre, oui, c'est ça. Quelques PS, mais c'est pas la majorité, non, en fait, c'est plutôt les écolos. Mais fin de mandature, fin des années 2010, pardon, les mandatures commencent à faire entrer de plus en plus de gens du PTB, qui à l'époque est... Il faut expliquer ce qu'est le PTB. Donc le Parti du Travail de Belgique. Oui. De quelle tendance? Je dis ça parce que une grande partie de nos auditrices et nos auditeurs sont des Français. Tout à fait. Et donc il faut tout préciser d'une manière très pédagogique pour ne pas parler d'une manière comme des Martiens. Le PTB, c'est-à-dire en Belgique. Est-ce qu'il y a un équivalent pour la France? À la gauche du PS, pour être plus simple. C'est la gauche de la gauche, qu'on appelle en France la gauche de la gauche. Ouais. Enfin, une partie de la gauche de la gauche. Voilà, une partie de la gauche ou communiste ou pas? Enfin, je suis volontairement ingénu. Mais si, donc voilà. Une histoire plutôt communiste, mais une histoire communiste post-68, hein, donc avec une histoire proche du maoïsme, etc. Mais on en est quand même loin hein, de cette période de l'histoire. D'autant plus que maintenant ils ont une représentation parlementaire. On est très loin de leur époque de naissance. Oui. Et qui aujourd'hui, à mon avis, se range dans la montée globale des groupes de gauche en Europe, le PTB, France Insoumise. On pourrait même parler des groupes en Grèce, en Italie aussi. Enfin, même si c'est pas je pense que c'est pas les mêmes tendances, leur montée fait écho, quoi. Et donc ce parti est à ce moment-là montant dans le monde étudiant. Il n'est pas encore vraiment en train de monter dans la presse et dans les parlements comme il est. On est fin des années 2000. Mais dans le monde étudiant, il commence à devenir la force politique principale. Vraiment, les écologistes disparaissent. Je veux dire, en tant que force vive sur les campus, on ne les voit pas. Les socialistes non plus, c'est toujours pas le cas. Hein. Globalement, c'est pas vraiment la force étudiante. C'est pas un groupe étudiant qui fait rêver. Donc ils viennent très fort, et donc ils viennent très fort aussi dans le monde des délégués étudiants. Et au fond, parce que bon, je sais que les différentes organisations de la gauche radicale ont des sections jeunes, qui portent des noms divers. Et parmi ces organisations politiques, il y a quand même des trotskistes. Comment ils se positionnaient à l'époque? J'imagine qu'il y avait aussi comment dirais-je, des étudiants issus de ces... qui n'étaient pas PTB, mais plutôt, PSL ou la LCR, ou ce que c'est devenu, enfin je ne sais pas quel était le nom à l'époque. Fin des années 2000, il n'y a pas de jeunesse LCR en place. C'est ça. Donc les jeunes anticapitalistes vont être une création qui va être parallèle à l'USE. Ça va vraiment, c'est deux... D'accord. Ils se créent la même année. Du coup, à quelques mois près. Et pour le PSL? Le PSL, eux, ont leurs étudiants de gauche actifs, hein, donc qui est une structure jeune, qui était présente sur les campus, mais qui n'avait clairement pas la montée en puissance qu'avait la jeunesse du PTB, qui était Comac. Le Comac, oui. Voilà. Et donc voilà, moi je me retrouve proche d'eux, et c'est eux qui poussent toutes
toutes les campagnes politiques internes de la FEF, donc ils politisent énormément. PTB, donc. PTB, ouais, PTB, et donc moi je me retrouve là-dedans, hein. Ils portent au sein de la FEF, ils veulent porter un mot d'ordre, notamment la question de la gratuité de l'enseignement. Et donc voilà, c'était un truc où je me retrouvais pas mal dedans. C'est ça. Mais au prix parfois des luttes syndicales locales. Et ça va déjà être un des premiers trucs qui va commencer à me faire tilter qu'il y a un problème. En fait, moi j'étais sur place, je travaillais dans ce qu'on appelle la commission des affaires sociales étudiantes de l'ULB. Oui. Et c'est un des rares endroits en fait qui est une commission paritaire, 50-50. Par contre, dans tous les autres cas, en fait, c'est pas du 50-50, du coup, c'est pas de la négociation. C'est juste les étudiants qui ont leur mot à dire, mais si on n'est pas d'accord, tant pis. Voilà. Et donc là, on pouvait poser. Et ça va être sur des dossiers tels que le logement, tels que l'aide directe financière aux étudiants, toute une série quand même des dossiers où on se dit on peut avoir une action sur les problématiques sociales étudiantes, faire avancer des points. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il peut y avoir donc un rapport de force réel qui s'établit et qui ne soit pas purement symbolique. C'est ça. Et je veux dire, il peut y avoir blocage. Alors à un moment donné, s'il y a donc un face-à-face entre d'une part les délégués étudiants dans ces commissions sociales et autres, et d'autre part ceux qui sont en face, c'est-à-dire les autorités académiques, je suppose, qu'est-ce qui se passe si on ne parvient pas à se mettre d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Puis si c'est du 50-50, parce que là... C'est là que le problème commence vraiment à se nuancer. C'est-à-dire que on est délégué étudiant à l'époque, moi j'étais même pas élu, j'étais coopté, donc j'étais choisi par les élus pour aller les représenter. C'est-à-dire que la seule moyen que j'aurais pu réussir à commencer à avoir un rapport de force dans cette commission, c'est d'avoir des étudiants derrière moi qui montraient qu'on était plus nombreux et qu'on était tous d'accord et qu'on fallait avancer sur ce dossier. Et ça, c'est la problématique des structures qui existent, BEA, FEF, UNECOF, enfin toutes les structures de ce type-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas des structures qui se sont pensées comme telles. C'est-à-dire qu'on ne devient pas membre de la FEF parce qu'on a décidé de prendre sa carte. C'est pas possible de devenir membre de la FEF. On est membre de la FEF si on est membre d'un conseil étudiant dans une école, et ensuite ce conseil étudiant peut devenir membre d'une fédération. Et donc il n'y a pas d'affiliation individuelle à cette fédération. D'accord, c'est ça. Et pour devenir membre d'un conseil étudiant, il n'y a pas non plus d'affiliation à un groupe syndical. On devient membre du conseil étudiant, qui est l'organe représentatif. C'est sa nature. Et donc en fait, il y a un peu... en fait, c'est pas du tout comme dans le monde professionnel où on prend sa carte dans un syndicat, que ce soit à la FGTB ou à la CSC chez les chrétiens. On ne prend pas sa carte. Et ensuite on se fait élire. C'est pas ça la route. On devient membre de ce qui est les élus. Et peut-être que la prochaine fois, ce sera soi qui soit élu. Mais ça, c'est... Et donc ça change beaucoup de choses, les gens ne s'impliquent pas d'une manière militante. La raison pour laquelle les gens rentrent dans ces conseils étudiants, très variable, parfois il n'y a pas de cercle, donc il n'y a pas d'activité culturelle dans l'école, et c'est là qu'il y a le peu d'activité culturelle se trouve là. Bon. Et donc ça va être un premier problème, c'est-à-dire que c'est très difficile de mobiliser des étudiants pour soutenir l'activité au niveau de cette commission des affaires sociales. Oui. Et en vrai, la campagne sur la gratuité, alors il y a un premier conflit qui va se créer, c'est moi la campagne sur la gratuité, j'ai un énorme problème avec, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'opposer les questions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer sur des questions d'aide sociale sur les étudiants et en même temps marcher sur la question de la gratuité. On ne pouvait pas faire les deux choses en même temps, alors que moi je trouve que si, c'est une revendication d'ensemble et des revendications concrètes pour les étudiants pour faire avancer l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Et donc ça va créer un premier problème. Et deuxièmement, cette campagne de la FEF, même si officiellement, c'est une campagne qu'il ne faut pas oublier, elle est portée par le PTB, qui est quand même une structure avec une histoire militante, etc., est très dans une optique où, oui, cette campagne, il faut avoir des militants derrière, ça ne doit pas être du lobbying, on ne doit pas faire du lobbying auprès du ministère, etc., on veut des gens dans la rue. Mais en vrai, les gens dans la rue, la première manif qu'on porte sur le truc est la plus grosse, il doit y avoir 2000 étudiants dans la rue. C'est très peu en fait, c'est beaucoup, si on prend comme ça là relativement, mais si on compare à la grande époque de la FEF qui met des 30 000 personnes dans la rue, c'est ridicule. Et donc, voilà, moi je pense que ça a commencé à jouer un peu sur les esprits, cette difficulté de mobiliser, ces divisions politiques sur comment est-ce qu'on avance nos revendications. Et alors il va y avoir des cas concrets où tout simplement à un moment on va avoir une opposition
tout simplement dans cette délégation étudiante sur comment est-ce qu'on développe la délégation étudiante très concrètement les années qui suivent. On porte sur une problématique des employés qui travaillent pour cette délégation étudiante. En gros, il y en a qui veulent s'en débarrasser, ceux qui sont en place et les autres ne veulent pas. Et à ce moment-là, c'est la rupture. Et je me retrouve dans ceux qui refusent qu'on les licencie. Et je crois que ça a définitivement pris ma casquette syndicale, c'est-à-dire je vais défendre ces travailleurs jusqu'au bout. C'est peut-être ça qui a été un de mes plus grands déclics à ce moment-là. Et pour faire ça, il fallait gagner les élections et empêcher qu'il y ait une majorité pour les licencier. Donc on se retrouve aux élections contre ceux qui veulent les licencier. Et on perd. De pas beaucoup. C'est une longue histoire au sens où il y a eu beaucoup de petits aspects. Mais donc on perd, on se retrouve en dehors de cette délégation étudiante. Et donc du coup, la FEF n'est plus accessible en fait. Toutes ces structures institutionnelles n'est plus possible. Et donc, qu'est-ce qu'on peut bien faire? C'est quand même fou, quoi. En fait, si on n'est pas accepté dans ce cercle... Et c'est en 2010 tout ça. Les élections sont perdues en décembre 2009. Oui. Et donc, en début 2010, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et donc, j'étais devenu délégué en 2007. Donc, de 2007 à 2010, je fais FFBEA. Quand tu étais à Sciences Po, quoi. C'est ça, voilà, en gros. Et au moment où je passe c'est plus ou moins vraiment le transfert vers la science du travail. Et on se dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Et des gens qui étaient avec nous dans cette FEF et qui portaient un peu toute cette idée il faut construire une fédération militante, il faut faire du terrain, il faut aussi apporter des modifications concrètes pour les conditions de vie des étudiants, nous proposent un truc et nous disent, et si vous alliez toquer à la porte de la FGTB, qui est quand même une structure syndicale de travailleurs, ils ont une section jeune. Est-ce que tu pourrais expliquer, toujours à destination de nos auditrices et auditeurs français et françaises, les FGTB, est-ce qu'on peut dire c'est l'équivalent de la CGT ou pas du tout? C'est l'équivalent de la CGT, avec des nuances politiques quand même, c'est-à-dire que la FGTB c'est d'ailleurs à une époque appelée CGTB, avant les années 40, mais elle n'a pas la même histoire. C'est-à-dire que si on compare la CGT qui naît quand même de syndicalisme autonome, avec des courants anarcho-syndicalistes à sa base et tout, la FGTB à la base s'appelle la commission syndicale du Parti ouvrier belge, qui est aujourd'hui le Parti socialiste. Donc voilà, c'est à la base la structure, c'est le bras syndical du Parti socialiste, qui à partir des années 40 va exploser pendant la guerre, parce que une partie va résister, une partie va collaborer, etc. Et en 1945 est refondée une nouvelle structure avec une partie de l'ancienne structure CGTB, et on va y intégrer de nouveaux syndicats. Difficile à expliquer parce que c'est la Belgique. Je ne te demande pas d'expliquer toute l'histoire de la FGTB, c'est simplement pour qu'on puisse identifier dans la constellation des syndicats quelque chose qui s'en rapproche. Et mon objectif n'était pas autre. C'est le syndicalisme socialiste avec sa partie, en intégrant des aspects communistes, anarchistes, mais minoritaires. Il ne faut quand même pas... C'est ça. Mais au fond, quand même, enfin, on en parlera tout à l'heure quand on parle de la FGTB. On continue sur le SE. Donc, et c'est à ce moment-là, alors, que l'initiative que tu prends, ou avec d'autres camarades... Avec deux fois qu'on était dans le même bateau, on se dit, il faut faire quelque chose, quoi. Et c'est à ce moment-là que vous, après avoir vu des responsables de la FGTB, vous dites, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer quelque chose? On leur dit, vous avez un secteur jeune qui fait en gros de la défense juridique des étudiants au travail. Oui. Et bon, qui a un aspect vraiment, vous avez un problème avec votre boulot, vous allez voir, ils vous donnent ce qu'il faut faire, éventuellement ils envoient une lettre à l'employeur, etc. C'est ça. Mais c'est pas une structure avec son congrès, on n'est pas dans une structure syndicale propre, c'est un bureau, c'est un service. Même s'il y a une volonté en interne de développer du militantisme. Et donc nous on débarque, on n'avait pas envie, on lance une section là, dans une école, on vous porte vos couleurs et on développe un petit truc syndical, quoi. On ne savait pas trop encore où on allait en vrai. Et je dis oui, pourquoi pas, je veux dire, ils veulent prendre notre drapeau et nous soutenir, ils ont trouvé ça cool, donc c'était pas trop difficile au début, et donc voilà, on est parti, donc on est parti
de rien. C'est-à-dire que... Et vous avez été reconnu assez rapidement, je veux dire, parce que, j'imagine qu'il y a quand même des statuts à l'FGTB qu'on doit respecter, donc il faut, j'imagine que soit au niveau du bureau, d'assemblée quelconque, qu'il y ait quand même une reconnaissance. Mais au début, je te dis, il n'y a rien. C'est-à-dire que rien. C'est un service. Et donc, il n'y a pas d'assemblée, il y a vaguement une réunion de coordination qui existe entre les travailleurs de ce service, mais ce n'est pas une structure militante. Il n'y a pas, tu es membre des FGTB, j'étais à l'Assemblée Générale des FGTB, ça n'existe pas à ce moment-là. Moi, je veux dire reconnaissance par la FGTB, par l'appareil lui-même. Non, c'est-à-dire que c'est un bureau qui donne son enceinte et une structure dans une école. Ça s'appelle étudiants FGTB de l'ULB. D'accord. On est 6 au début, il faut être honnête. Et donc, on crée ce truc. Et on se donne une charte, on lance des premières petites actionnettes, vraiment des petites actions symboliques au début, et on se ressent, vu qu'on est coincé à l'ULB, on va devoir se recentrer d'office sur des aspects de problématiques immédiates des étudiants. Et on se retrouve à manifester devant le conseil d'administration, etc. On essaie d'animer un peu les débats. Il faut avouer que la délégation de cette époque-là était passée beaucoup plus à droite, et n'était pas du tout intéressée, voire elle signait des deux mains une série de trucs, notamment des questions de privatisation du logement étudiant. Et donc en fait les dossiers vont commencer à tomber, il se passe plein de trucs, et on devient très vite le seul groupe intéressé sur le campus par les problématiques. La délégation étudiante n'agit pas, ou alors a vraiment très très en retard, voire travaille contre nous. Donc on se retrouve vraiment devant... Et du coup, en fait, on a une porte ouverte. Mais donc, on est un groupe, on est un petit groupe où on devient membre parce qu'on est militant dedans. C'est ça. On n'a aucune représentativité aussi officielle, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore vraiment reconnu à la FGTB. On porte leur nom, mais il n'y a pas de place pour nous écouter. Oui. Et au sein de l'université, ce qu'on a pu obtenir, c'est qu'on était un cercle étudiant. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire, c'est-à-dire on a une reconnaissance culturelle, vous avez le droit d'exister, de porter votre nom dans l'enceinte, mais voilà, c'est très léger. Et ça va gonfler quand on va commencer à faire une action spécifique. On a un problème avec des inscriptions, notamment des inscriptions d'étudiants étrangers non européens. Et donc on a vraiment des problématiques de... Il semblerait que les circulaires qui, à l'époque, étaient passées, étaient quand même un peu ouvertement racistes. Et c'était bien écrit, proprement, mais en gros, on avait dit de saquer une série des non-européens parce qu'on n'avait plus le temps de les gérer. Et c'était quand même un peu vachement discriminant. Et donc, c'est là qu'on va réussir à avancer sur des... À la fois, on va faire une tentative d'interpeller juridiquement l'université, et on va mener les premières occupations du rectorat de l'ULB. Des occupations qui n'avaient plus lieu depuis plus de 15 ans à l'ULB. Et je pense que c'est là qu'on a vraiment commencé à réouvrir une série de pratiques qui ne se faisaient plus et qui s'étaient plus faites, en fait, notamment dans cette période d'institutionnalisation de la FEF et de cette partie. Et donc, voilà, c'est parti comme ça. Et alors, quels ont été donc les grands combats? Je ne vais pas te demander de rentrer dans les détails, mais quels ont été, y a-t-il deux ou trois actions mémorables qui ont abouti à quelque chose ou qui ont abouti à des échecs, parce qu'il n'y avait peut-être pas le rapport de force suffisant, soit parce qu'il n'y a pas eu, comment dirais-je, un élan qui a permis d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et puis alors tout récemment, je ne sais pas si tu pourrais en toucher un petit mot, pour l'instant je crois que ça continue, il y a une ZAD, donc une zone à démarbrer, pas à défendre, c'est-à-dire une salle de l'Université de Bruxelles qui est la salle des marbres, qui est occupée par les étudiants et qui ont des revendications, et je crois que l'USE joue, en tout cas est en partie, au moins à l'initiative de ce mouvement. Mais on va reprendre peut-être chronologiquement. Si tu avais, depuis 2010-2011, quelques combats importants qui ont été menés à l'initiative de l'USE, et qui ont porté des fruits ou qui ont conduit à des échecs, et pourquoi? Pour moi, les deux combats qui vont avoir lieu durant la fin de mes études, parce que je termine mes études quand même en 2012, après je vais continuer à militer à l'USE, mais ça va être comme soutien ancien. Oui, enfin, tu as peut-être des souvenirs quand même de cette époque-là aussi. Donc, de 2010 à 2012, les deux grands combats qu'on porte, c'est la question des étudiants étrangers
problématique d'inscription, problématique donc les inscriptions qui l'année suivante doivent être plus ou moins réglées, mais on n'a jamais vraiment réussi à sortir avec quelque chose de totalement réglé. Le début des questions d'augmentation de l'heure minervale, qui est une problématique qui est revenue ici dernièrement, l'année dernière. Il faut peut-être expliquer pour les Français, parce qu'ils n'utilisent pas le mot minerval, ce sont les droits d'inscription. Les droits d'inscription, exactement, qui sont de base et ont toujours été supérieurs à ceux des étudiants belges et européens, puisque donc il y a une assimilation si on est belge ou européen. Mais pour les non-européens, là, il y a en fait une liberté pour les... Il y a plus ou moins liberté pour les établissements d'établir un minerval. Ce qui est une problématique politique importante, parce qu'on parle quand même la libéralisation de ce minerval, c'est quand même la première porte d'entrée en Grande-Bretagne de la libéralisation des droits d'entrée, et qui va porter sur la libération totale de tous les droits d'entrée, c'est-à-dire les étudiants étrangers d'abord, et puis ça a été le cas pour les Britanniques, et c'est aujourd'hui pour ça qu'on paye 10 000 livres pour entrer dans certaines... Tout à fait. Mais alors, lorsqu'il y a ces grosses actions, ces combats, on peut le dire, ces luttes, est-ce qu'il y a, puisque tu as expliqué le fonctionnement de la FEF, bon, pour l'USE, tu expliques maintenant, est-ce qu'il y a quand même une mobilisation des étudiants qui appartiennent, est-ce que je vais dire la base ou pas la base, parce que c'est comment dirais-je, ces étudiants, j'imagine, ce sont des groupes qui sont très mouvants, parce qu'il n'y a pas d'affiliation, on n'a pas de carte à l'USE non plus, au fond. C'est ça qu'on va commencer à voir. Ah, voilà, d'accord. Nous, là où on a une mauvaise expérience, c'est que la FEF, en fait, on n'avait pas le droit d'y entrer si on n'était pas élu. Ou du moins, on n'était pas légitime, en tout cas. D'accord. Ici, ce qu'on va dire, c'est qu'on devient un membre. C'est-à-dire, on est comme dans un syndicat, on prend sa carte. On devient affilié, on signe un papier, un petit formulaire. Bon, alors c'est jamais la grosse structure syndicale, du coup c'est un peu informel quand même, mais l'idée c'est qui suppose une implication en tout cas de celui qui est membre. On devient membre, on inscrit son nom et c'est ça le principe, on est membre de la structure. Mais notre action est, vu qu'on n'a aucun relais, vu qu'on n'a aucune possibilité à ce moment-là de se faire entendre dans des structures officielles, ben en fait on va tourner dans une tournure extrêmement activiste. Donc on va faire des manifestations, des occupations, des actions de coups de poing, donc sur les étudiants étrangers. Et l'autre thématique qu'on va faire, ça va être le logement. Les occupations, c'est quoi? C'est des bureaux administratifs de l'université, ou bien pendant qu'un cours est donné, on décide, on entre massivement dans, je ne sais pas, au Janson ou ailleurs, pour prendre le micro et essayer de mobiliser les étudiants. Je ne sais pas, j'essaie d'imaginer, parce que... Donc quand on est une quinzaine à bloquer et à mener une action, bien sûr là on s'attaque plutôt à des bureaux symboliques. Donc les premières fois c'est ce qu'on faisait, on était encore un tout petit groupe. Du coup, et le rectorat lui-même? Et donc c'était le rectorat. Donc on a visé la direction de l'université, on occupe le bureau du recteur. Donc là on le bloque tout simplement. Symboliquement c'est très fort, parce qu'en fait c'est attaquer à l'homme le plus fort de l'université et lui dire aujourd'hui on t'ennuie quoi. On l'a fait 3 fois d'affilée, je me rappelle, en à peine 2 mois, ce qui fait qu'on avait une journée, donc voilà, c'était des pratiques qu'on a fait. Il y a une fois où on a même emmuré ce rectorat, c'est quelques années plus tard, on a posé des briques devant la porte et qu'on leur a dit, aujourd'hui c'est fermé. Voilà, donc ça c'était une pratique, donc l'occupation du lieu de la direction, de l'homme de pouvoir, du campus. Alors, la question, c'est que le problème quand on est sur ce genre de lieu, c'est que c'est attaquer le pouvoir, être fort symboliquement, viser les médias, le coup de poing et tout. Par contre, c'est pas un lieu de mobilisation, de débat, etc. Du coup, ce qui est intéressant, c'est par contre de viser des auditoires dans ces cas-là. De dire, on occupe un lieu de grande taille où toute la collectivité étudiante est susceptible de passer, parce que le bureau directeur, c'est pas le cas. Pendant un cours, par exemple. Pendant un cours, ou en début de journée. Ou en début de journée, dès le premier cours, on est là. On ne l'a fait qu'une fois, et parce que ça reste très difficile sur des problématiques qui ne concernent pas tous les étudiants. Je pense que c'est un point de vue que j'ai mûri, entre guillemets, de mon syndicalisme étudiant en Belgique, et que chaque fois que je comparais ce qui se passait en France, j'ai l'impression que les Français ont toujours eu la chance de se trouver devant des problématiques qui touchaient tout l'enseignement supérieur, et souvent tous les étudiants en enseignement supérieur.
Et du coup, j'ai l'impression que c'est plus facile quand tu dois mobiliser une assemblée où tout le monde se sent concerné de près ou de loin. Quand nous, on attaque sur l'augmentation du minerai des étudiants étrangers ou de la privatisation d'une cité étudiante, bien sûr, le nombre d'étudiants qui sont intéressés par la problématique est très réduit, puisque si déjà ceux qui sont concernés viennent, c'est déjà pas mal. Du coup, ça va vite devenir des questionnements militants, de gens très engagés. Et du coup, une fois, on va essayer de porter cette chose en occupant un auditoire central, qui est l'auditoire Chavannes de l'ULB, le gros auditoire au milieu du campus. Et donc là, mais ça va être très vite violent, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, on barricade le lieu, on est une trentaine occupés, on n'est pas peu, mais c'est quand même pas une grève à... Non, ouais. C'est un campus où il y a quand même 12 000 personnes qui circulent, 30 personnes sur 12 000, c'est peu. Ouais. Il n'y a pas 12 000 en permanence, hein, mais... Et donc, voilà, on ne va va pas trop réitérer Et alors pour l'expérience. les autres campus de l'université, je sais pas, Erasme, la faculté de médecine ou... La difficulté, c'est Alors, est-ce que l'USE est présente ou était présente à ce moment-là, ou bien c'était vraiment le site Solbosch? Les 2 premières années de cette structure, on est avant tout à l'ULB, mais on va très vite se retrouver avec des gens des autres écoles de Bruxelles qui vont circuler, et on a envie d'aller dans ces autres écoles. Et ça continue à être des gens plutôt de Sciences Po, de sociaux, enfin des Ça va facultés de varier. sciences humaines, ou bien il y a des étudiants de droit, de psycho, de philo et lettres Je dirais qu'on a longtemps eu une majorité de gens qui venaient des sciences humaines et de philosophie, de philosophie et lettres. Je pense que la raison principale, il y a 2 raisons principales, c'est qu'ils sont politisés dans leurs cours, leurs cours contiennent la politisation, et c'est des gens qui ont du temps. Parce que le syndicalisme étudiant, l'air de rien, ça bouffe un peu. Ça pompe, oui. Ça pompe. Les étudiants en sciences, non? Les étudiants en sciences, très difficile à toucher. On en a toujours bien eu un qui circulait, hein, mais... Parce qu'au fond, dans les facultés de sciences, il y a quand même beaucoup de futurs enseignants donc, qui vont vers des professions quand même sociales, qui ne sont pas destinées, même s'il y en a certains qui vont se retrouver dans l'industrie, dans des laboratoires, il y en a quand même certains qui vont être en rapport avec des adolescents et qui ne visent pas une carrière où on gagne beaucoup d'argent. C'est ça que je veux dire. Mais justement, ça c'est intéressant parce qu'en fait, nous, on va avoir toute une réflexion à l'USE qui va se développer sur la question de, en fait, quel est notre rapport par rapport au monde du travail, puisqu'il faut se rappeler qu'on est dans le cadre de la FGTB. Du coup, on se dit, bah, tiens, quel est notre rapport au monde du travail? Bah, nous, qui on est des travailleurs en formation. La majorité des gens qui sortent de l'université, peut-être pas un pourcentage équivalent aux autres écoles, mais on est beaucoup de gens de finir salariés. Et donc, c'était un peu notre point de vue, c'est de dire, en fait, on fait partie du monde du travail. Mais c'est difficile de le vivre parce qu'on n'a pas de patron, on ne le sait pas encore. Peut-être qu'on ne sera pas nécessairement salarié, certains ne le seront pas. Certains font partie des classes des classes supérieures de notre société et n'en font pas partie aujourd'hui. Ne font pas partie aujourd'hui du salariat de leur famille et ils ne le seront pas en sortant non plus. Mais nous, c'était notre point de vue. C'était, nous, on est travailleurs en formation, des futurs salariés, et c'est ça qu'on envisage. Mais ça, c'est le discours théorique. En pratique, la problématique pour les étudiants de qu'est-ce qu'ils feront demain, mon Dieu, je dois dire, c'était souvent des lieux où on se disait, tiens, c'est marrant, ce secteur-là est un secteur très actif syndicalement dans le monde professionnel, notamment, on parle des profs ici. Dans le monde étudiant, je les trouve mous, c'est pas du tout des secteurs particulièrement actifs. Oui, mais inversement, on peut se dire qu'il y a quand même ceux qui prennent la filière du droit, par exemple, même s'il y en a qui vont faire du droit social, ceux qui prennent la filière sciences économiques ou qui vont en Solvay, donc école qui forment des ingénieurs commerciaux, on peut imaginer qu'ils n'ont pas a priori une sensibilité particulièrement grande pour la FGTB. Non, donc ça ne se recrute pas. Ben oui, c'est pas là qu'on recrute à l'USE, si je puis dire, j'imagine. On en a toujours un ou deux. Oui, ben enfin bon. Mais j'ai l'impression ça va varier avec les années. Je pense qu'il y a des aspects aussi, il y a une évolution de la sociologie étudiante. Je pense qu'il n'y a aucune étude qui permet de le prouver aujourd'hui, qui s'est penchée dessus, mais il est assez probable que, vu qu'il n'y a eu quasiment aucune mesure de démocratisation depuis une vingtaine d'années, ou presque à quelques détails près, qu'il est probable que la reproduction sociale s'est renforcée et qu'il y a moins d'accès aussi à des gens qui pourraient se sentir socialement concernés par le discours de l'USE et qui en fait ne voient pas le point en fait, d'un discours sur la question de la précarité, sur la question de l'accès aux études. Dont on parlera d'ailleurs un peu plus tard, hein, le problème de la précarité de l'emploi. Et du coup, je pense que ça aussi problématique sur le recrutement, c'est est-ce que vous faites partie finalement de la classe sociale qu'on vise, quoi. Et ça, je pense que ça peut être un problème qu'on peut pas toucher. Si à partir du moment où les études commencent à devenir de plus en plus élitistes,
il est probable qu'on n'arrivera pas à toucher certaines personnes. Enfin, la prise de conscience de classe, ouais. C'est sur le terrain que ça se se fait. C'est souvent parce que on a beau être... Si on est fils d'ouvrier, a-t-on pour autant la mentalité... on peut se poser la question, parce que c'est vrai qu'ayant vécu dans un milieu où il y a eu des difficultés, et que l'on devient étudiant, on peut imaginer que, on a une sensibilité particulière qui est liée à des aspects matériels, d'une condition, et très concrètement d'ailleurs, parce qu'il faut vivre quand on est étudiant. Est-ce qu'on va avoir accès à une bourse ou pas? Il faut pouvoir réussir pour pouvoir continuer à bénéficier de ces bourses, ça c'est sûr, mais c'est vrai que la conscience sociale, je veux dire, c'est au moment du procès du travail que quand même, enfin je ne sais pas, je ne sais pas, enfin bon. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet, la conscience, la formation de la conscience de classe. Mais on l'a beaucoup travaillé. Donc, bien sûr. Vraiment, à l'UEC, il y avait vraiment une réflexion de se poser, tiens, comment est-ce qu'on touche les étudiants précaires, les étudiants qui émergent de CPS, les étudiants boursiers, etc. Et alors, en fait, on s'est rendu compte que ces gens existaient massivement, que par contre, souvent, ils étaient dans des situations de précarité tellement fortes qu'ils n'avaient pas le temps de s'investir. Et qu'en fait, ils étaient le public cible, mais ils n'étaient pas les militants. Aussi, ce qu'il y avait, c'est qu'il y a eu relativement peu de mesures les attaquant directement. Et donc, ce n'était pas non plus une facilité de les mobiliser. Et donc, on s'est retrouvé souvent sur des cas où on remettait en cause des conceptions d'université, que ce soit la libéralisation du Minerval étudiants étrangers ou la privation des logements. En fait, c'est plus sur la politique globale, sur la question de la marchandisation de l'université, qu'on a eu, je pense, des combats, mais où finalement, c'est un combat de politique, de conception, et donc c'est ce qu'on fait avancer notre conception du monde auprès des étudiants qui va être la problématique, et pas tellement qu'est-ce qu'ils vivent comme précarité, est-ce qu'on arrive à les défendre sur la problématique. C'est ça. Et donc, c'est lié, c'est pas ça, mais qui on va recruter, ça va jouer. Et alors, pour arriver, parce qu'on va aborder d'autres sujets, pour arriver à la ZAT, est-ce que tu pourrais en dire un petit mot? Peut-être que tu n'es pas, parce que tu as d'autres activités professionnelles maintenant, tu n'es plus étudiant depuis longtemps, donc tu es dans la vie professionnelle et on va en parler. Est-ce que aujourd'hui la ZAT, parce que j'imagine que tu es quand même sensibilisé à ce qui se passe, est-ce que tu peux dire rapidement quel est le motif de la lutte actuelle des étudiants qui occupent donc, c'est une salle prestigieuse d'ailleurs de l'université, pourquoi occupent-ils donc cette salle depuis quoi maintenant, un mois peut-être, je ne me souviens plus. Depuis un peu plus d'un mois. Qu'est-ce qu'ils visent au fond? Je pense que c'est né de plusieurs choses, c'est-à-dire que... Parce que c'est pas un moment particulier, ça a été le moment du blocus, c'est des examens. Et alors, pour mobiliser les étudiants à ce moment-là, j'imagine que ça a été un petit peu réfléchi avant, que le mouvement n'a pas été purement spontané, et que, même s'il y a sans doute une part de spontanéité aussi, ou on a voulu faire croire spontané, mais enfin j'imagine que ça n'a pas été pensé, sinon ce serait suicidaire. Quelle est l'origine? Pourquoi avoir fait ça à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui était urgent de le faire à ce moment-là et de ne pas avoir entamé ce processus 2 mois plus tôt, 3 mois plus tôt, par exemple, d'un point de vue tactique ou stratégique? Enfin, je me pose la question. Moi, là, je vais parler à titre d'anciens de ceux qui observent toujours son organisation. Mais ce qui s'est passé, c'est tout simplement, on avait toutes les célébrations de mai 68 ici en mai. Ah oui, donc c'est l'opportunité. C'est l'opportunité. On est à la veille, on était tout simplement à la veille de ces commémorations, y compris à l'ULB, et aussi bien pour l'USE que pour plein de gens, cet aspect de la commémoration de mai 68, alors qu'en pratique, toute une série d'héritages de mai 68 sont remis en cause par les mêmes personnes qui organisent sa commémoration, par le pouvoir, soit en France, en Belgique, mais aussi en fait au sein des universités, puisque pour le cas de l'ULB, on a quand même eu une liquidation assez intense des structures héritées de mai 68, puisqu'on va avoir une modification démocratique en mai 68 à l'ULB, qui est discutable sur le fait que ce soit une démocratie après, mais en tout cas c'est plus démocratique que l'année d'avant, ça c'est sûr, et ce passé a été liquidé, et on est revenu à une structure beaucoup plus proche de l'ancienne,
où on revient avec un modèle, avec une certaine force de l'autorité pour pouvoir justement, dans le discours qu'on appelait la réforme de la nouvelle gouvernance, vraiment en fait être un acteur d'une entreprise plus performante, qui ne doit pas s'embarrasser des problématiques internes portées par les étudiants ou les chercheurs ou les employés. Avec le motif, j'imagine, puisque je ne travaille pas à l'université de Bruxelles, avec comme arrière-fond le prétexte qu'on est dans la concurrence mondiale, que bon, il y a le ranking, il y a le classement de Shanghai, qu'on doit se positionner, je suppose, enfin. Complètement. Bon. Mais on est donc c'est une logique vraiment capitaliste, enfin un peu. Complètement. Voilà, on est dans avec une idéologie libérale, quoi, c'est ça. Ça fait une dizaine d'années que l'ULB est dans cette évolution, alors ça a toujours été très drôle parce que son discours a toujours été mais c'est pas vrai, on n'aime pas la marchandisation, mais en fait on marche dedans. Enfin, ça c'était la critique qu'on faisait déjà il y a 8 ans, quand j'étais encore syndicaliste étudiant, et ça s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire que l'USE ici a déclaré, on fait une action symbolique, nous occupons le lieu historique de mai 68 à l'ULB qui était la salle des marbres, et on fait une occupation symbolique. Et cette occupation a décollé au niveau militant, c'est-à-dire que c'est plus l'USE qui a continué à suivre ça, elle s'est déclarée elle-même l'occupation qui a commencé à faire circuler d'autres personnes autour, qui s'est appelée Zone indébarbrée. Mais donc c'était pas le projet de l'USE à la base, c'était juste la question de remettre en cause cette commémoration alors qu'il y avait une critique. Et donc là, les critiques portent sur quoi concrètement? Donc, il y a l'aspect symbolique, j'ai bien compris, les commémorations de 68, on dit c'est l'occasion pour... donc c'est le numéro 1, numéro 1 va être la question de la démocratie dans l'université. Voilà. Ils ont sorti un petit cahier de revendications qui va être de l'ordre du poser la question notamment de la malbouffe, qui est... On vend de la bouffe Sodexo sur les campus, ils vont porter la question de l'absence d'un lieu collectif étudiant, et qu'en fait le lieu même devient un lieu collectif étudiant, on parle d'une maison autogérée, ça c'est une chose dont ils parlent, et ils vont parler de toute la question des réfugiés, puisqu'on est quand même en plein dans la crise. L'idée au départ, c'est donc, enfin au départ je dis, une des modalités de cette action, c'est d'avoir un lieu où l'on puisse débattre de problèmes politico-sociaux propres au monde étudiant à l'université, sans être éclaté au fond dans des petits lieux comme ça au sein des facultés. C'est ça, avoir un lieu de rassemblement, une sorte d'ecclésia à l'athénienne, quoi. C'est ça, je ne sais pas, je pose la question, parce que tu connais beaucoup mieux le problème que moi, évidemment. Mais moi je pense que des principes qui sont restés, alors voilà, je te parle en tant qu'observateur qui était là les premières semaines, cette occupation dure, elle n'est toujours pas terminée, mais cet aspect de rester un lieu de passage, c'est-à-dire que c'était une salle d'études, et donc ils vont la maintenir salle d'études, et donc ça va faire que des étudiants vont venir simplement pour l'utilité technique du lieu, et ça c'était important, c'était que les gens viennent, pas parce qu'ils veulent discuter, mais aussi parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils en ont besoin. Ça c'était un point important. Et aussi en faire en fait un lieu de débat. Et alors bon, là il y a tous des débats entre eux sur quel type de lieu de débat. Est-ce qu'on parle d'une seule voix avec une assemblée? Est-ce qu'on discute uniquement des aspects techniques? C'est un laboratoire intéressant, parce que rien que le processus de savoir comment on va agir, c'est intéressant en tant que tel. Hein. Mais donc c'est une expérience, et c'est difficile de la juger encore en plein dedans. Tout à fait. Mais et la réaction des autorités académiques, parce que c'est quand même un espace qui appartient, entre guillemets, je veux dire, en termes de propriété à l'université, en termes de propriété, je dis bien, voilà, et comment les autorités, elles laissent faire, il n'y a jamais eu de volonté, ou bien est-ce que les autorités, dès le départ, n'êtes pas en tête de dire, mais voilà, le mouvement va s'épuiser lui-même, et finalement, il y aura trop deux pelés, trois tondus qui vont se trouver dans cette salle et ça va s'éteindre de lui-même, ou bien à un moment donné ils ont dit bon maintenant ça commence à bien faire, il y a un mois que ça dure ou plus, il va falloir, ou on attend les grandes vacances de toute façon, parce qu'en mai 68 ça s'est un peu passé comme ça, au mois de fin juin, début juillet, ils étaient une vingtaine je crois, de toute façon, et puis après c'était, voilà, on a évacué 20 personnes avec 200
gendarmes et policiers, finalement. Mais il est probable qu'il aura arrivé. Je t'avoue, je ne saurais pas te dire, parce que je ne vis pas... mais je ne suis plus étudiant, je suis observateur bien sûr. proche, parce que voilà, j'ai jamais vraiment lâché le milieu sur son questionnement politique, quoi. Mais oui, je crois que l'attitude des autorités est celle-là, c'est-à-dire de... mai 68 leur a appris que c'est bien si eux aussi avaient réouvert le livre d'histoire pour l'occasion, ils se sont dit oui, ok, d'accord, on vous a entendu et voilà, vous avez critiqué, maintenant vous êtes parti, vous allez partir de vous-même. Je pense que c'est sur quoi ils comptent. Il n'y a pas eu de réaction violente pour le moment. Il y a eu quelques échanges politiques entre le groupe et l'autorité, mais rien de très concret, pas de grandes rencontres, pas de grandes discussions politiques. Voilà. Écoute, je crois alors que maintenant c'est le moment de passer au deuxième chapitre de notre entretien. On a parlé donc essentiellement du syndicalisme étudiant jusqu'à présent et de ton implication personnelle, je dirais, pour faire évoluer les choses au sein de l'Université de Bruxelles. Alors à un moment donné, mais bon, tout à fait logiquement, tu rentres dans la vie professionnelle et tu fais donc le choix de travailler donc dans la structure dans laquelle se trouvait donc l'USE, c'est-à-dire la FGTB, donc je répète, la Fédération Générale du Travail de Belgique. Et là, tu deviens formateur. Alors, je ne vais pas t'interroger tellement sur tes activités en tant que formateur, même s'il y aurait plein de choses à dire. Donc, je rappelle que tu es formateur syndical, donc c'est-à-dire que tu peux le dire en 2 ou 3 mots ce que ça signifie, formateur syndical. Concrètement, je donne des formations à des nouveaux délégués qui viennent d'obtenir leur mandat de délégué aux dernières élections, aussi à des anciens délégués en fait qui viennent en mise à jour. Voilà, c'est ça. Une fois par an. Voilà, tant du privé que du public. Du privé et du public, ouais. Pour la région bruxelloise. Pour la région bruxelloise. Et tu es parallèlement, si je puis dire, animateur du collectif Résiste. Alors c'est peut-être le moment de nous parler de ce collectif, dire quelle est sa mission, si je puis dire, puisqu'au fond il s'agit d'une structure, d'un collectif officiel au sein de la FGTB, et qu'il ne s'agit donc pas d'un collectif qui résulte de la rencontre d'un certain nombre de gens qui sont motivés. Là, c'est vraiment une unité, si je peux dire, structurelle de la FGTB. C'est un comité qui s'est créé en fait aux environs de 2013. Et en Belgique, dernièrement, on a eu ce qu'on appelait les mesures d'exclusion. Et donc, au 1er janvier 2015, elles ont été effectives et elles ont causé que toute une série de personnes qui étaient au chômage depuis un certain nombre de temps se sont trouvées exclues. Donc, ce qui était exclus des allocations chômage, ils n'en ont plus eu droit, ce qui était une nouveauté en Belgique, puisque jusqu'à maintenant, il y avait une contre-révolution. Une contre-révolution, exactement, parce que les allocations chômage n'avaient pas de limite dans le temps. Ce qui était d'ailleurs une originalité de la Belgique par rapport à notre environnement européen, tout à fait. Et donc, ça a été le premier coup de couteau dans cette question des chômeurs. Ça visait principalement les jeunes, ça visait les moins de 30 ans, ceux qui n'avaient jamais travaillé, donc c'est eux qui ont été exclus. Ça fait 55 000 exclusions, si j'ai bon souvenir. Et donc ça veut dire que ces allocations de chômage sont réduites, c'est quoi, 2 ans? Je ne sais plus, en fait, c'est à toi de me l'expliquer en quelques mots. Hein. Non, mais je veux dire, oui, j'imagine qu'il y a sans doute des tas de catégories de chômeurs et que bon, c'est peut-être difficile de donner règle générale, mais avant, donc comme tu le disais, c'était de manière illimitée et on y avait accès après quelques mois de stage après la fin de ses études, sauf Il y avait un stage d'attente, on appelait ça, qui a changé de nom depuis, ça s'appelle maintenant le stage d'insertion professionnelle, qui est obtenu au bout de 12 mois, qui est un stage qui s'est prolongé avec les années. Je sais qu'à une époque, pour une partie, certains c'était 6 mois. Alors, en bonne partie, c'était 9 mois jusqu'il y a peu de temps, et c'est passé à 12 mois dans ces dernières années. Quand moi je suis sorti de mes études, donc en 80, c'était 6 mois. C'était 6 mois, voilà. C'était sans doute la situation la plus avantageuse, mais le chômage était terrible à ce moment-là aussi. Donc, voilà. Et donc là, c'était 12 mois d'attente. Et les mesures principales qui ont été prises, ça a été notamment de retirer
le droit pour les personnes de s'inscrire à ce stage à partir d'un certain âge, donc à partir de 25 ans, enfin à partir de 24 ans en fait, puisqu'il y avait 25 ans, il fallait l'avoir terminé ce stage, mais donc ce qui voulait toucher en fait, tous les étudiants qui avaient fait 4 ans d'études, hein, c'était un gros nombre de personnes. Ça touchait aussi notamment les gens qui avaient 21 ans mais n'avaient pas de diplôme, donc oui c'est ça, qui a 21 ans. Donc on a forcé les gens à devenir des tanguis au fond, comme on dit, des tanguis. C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire d'être dans la dépendance pour ceux dont les parents pouvaient assumer ce genre de choses. Donc là on parle des jeunes qui sortaient des études, il y a eu toutes les personnes qui se trouvaient par contre, qui étaient au statut de cohabitants, donc les cohabitants, c'est-à-dire ceux qui sont avec quelqu'un d'autre qui était éventuellement au chômage, qui eux vont perdre ce statut s'ils étaient là depuis plus de 3 ans si je me rappelle, et cette longueur a été adaptable aussi pour les gens qui avaient plus de 30 ans mais qui étaient chefs de famille. Donc on va toucher, et qui touchaient, qui touchaient le chômage sur base des études, donc le chômage avec suite à ce stage. Et donc ça va toucher énormément de jeunes, en fait, ça va toucher tous les jeunes qui n'ont pas su s'insérer sur le marché de l'emploi, et à qui on n'a pas proposé de trouver un boulot, on les a juste dit, maintenant tu n'auras juste plus rien. Voilà. Et ça correspond donc quoi, à l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel? Non. Non, c'est antérieur. C'est une décision du gouvernement d'Iroquois précédent. Oui, tout à fait, c'est quand même un socialiste, point, c'était le gouvernement socialiste précédent qui a mis ça. Il n'était pas tout seul, bien sûr. Non, c'était une coalition gouvernementale. Mais voilà, à un moment où ils ont assumé la chose. Hein. Et donc, oui, et mesure qu'on a... Ça ne s'est pas arrangé, évidemment. Et ça ne s'est pas arrangé. Avec un gouvernement de droite. D'accord. Oui, exactement. Oui, c'est ça, je voulais dire. Oui, exactement. Oui. Et ils avaient d'ailleurs prévu le coup, au sens où la décision avait été prise en 2012, quand donc c'est le gouvernement d'Iroquois socialiste qui est en place, et il sera d'application en 2015, quand le gouvernement suivant était en place, qui est donc un gouvernement de droite. Et donc c'est quand même un peu... c'était un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Oui. Mais donc oui, ça n'a pas aidé d'avoir un gouvernement socialiste qui se met en place une mesure profondément antisociale. Et donc ça, déjà à l'époque, ça avait... c'est pas c'est pas le seul grief que les syndicats ont eu contre le gouvernement d'Iroquois, mais c'en est un fameux. Et je dois dire que ça va rester dans les têtes jusqu'à aujourd'hui, et je pense que ça joue beaucoup sur l'orientation syndicale. Et alors, le collectif résiste? Oui, parce qu'au final... Oui, mais tout ce que tu dis est très intéressant. Je compte y revenir. Ouais. Mais comme la question portait sur le collectif résiste, j'aimerais bien qu'on parle d'abord de ce collectif, et puis qu'on rebondisse après à nouveau sur les problèmes du chômage. Du coup, simplement, en 2012-2013, il y a des militants de la FGTB qui se disent, des gens qui travaillent pour la FGTB principalement, ils ont organisé un comité de militants qui va poser la question du chômage et donc de ses exclusions au sein de la FGTB de Bruxelles. Et donc ils créent un collectif, mais qui va tout de suite, vu que c'est des gens qui travaillent pour la FGTB, ils vont tout de suite s'intégrer dans la structure et essayer de faire que les gens qui sont au chômage rentrent dans ce collectif et portent leur voix dans la FGTB pour faire comprendre que la FGTB c'est avant tout bien sûr la voix des travailleurs en emploi, mais que ceux qui ont perdu leur boulot puissent continuer à avoir leur avis et pouvoir faire entendre parler ceux qui vont être touchés par ces mesures. Parce que même ceux qui sont en emploi sont conscients que tout ce qu'on fait sur les sans-emploi, en fait, les touche indirectement. Je pense qu'ils en sont conscients, hein, c'est pour ça qu'ils ont une formation politique. Mais c'est toujours aussi plus fort encore quand c'est les concernés qui parlent pour le coup. Et donc c'est comme ça que ce collectif va se créer. Donc c'est ce qu'on appelle un collectif de travailleurs sans emploi, qui est une définition qui, bien sûr, on n'utilise pas en général au quotidien quand on parle de quelqu'un qui est au chômage, c'est un travailleur sans emploi, mais qui est dans le monde syndical une définition auquel on tient, parce que c'est un travailleur à qui on a refusé d'acheter la force de travail, hein. C'est ça quelque chose qui est important pour nous, mais qu'en soi il est un travailleur. C'est aussi pour pouvoir reporter cette appartenance au camp du travail. Hein. Quand tu demandais, tout à l'heure, c'est bien Fédération Générale du Travail de Belgique. Parfois, je le répète souvent, on peut dire la Fédération Générale des Travailleurs, mais on parle du travail au sens du camp du travail contre le camp du capital. C'est ça. Et c'est en ça qu'on tient à ce terme de travailleurs sans emploi. C'est ça. Et alors, travailleurs sans emploi ne doit pas être confondu avec chômeurs, donc. Donc parce qu'au fond, ceux qui sont exclus du chômage
ce sont des travailleurs sans emploi. Ouais, exactement. Et ils ne sont pas chômeurs. Donc ça veut dire que dans les statistiques, quand on parle des statistiques du chômage, est-ce qu'ils sont... Enfin, ce serait intéressant d'expliquer un petit peu, parce que je sais que ce sont des statistiques sur lesquelles on bidouille beaucoup, parce que chaque gouvernement cherche à montrer que le chômage diminue pendant la législature, et donc on trouve différents moyens pour que certaines personnes qui dépendent, entre guillemets, du chômage n'apparaissent plus dans les statistiques. Explique-nous un petit peu, puisque toi, tu travailles dans ce secteur-là. En plein dans ce que je fais. Oui, on est en plein dans ce que tu fais. À l'heure actuelle, en Belgique, il y a combien de chômeurs repris d'après les statistiques de l'État? Parce que le chiffre exact... Non, mais je te demande pas, non, mais je te demande à la grosse touche, c'est quoi? C'est 400 000? Veut dire, ouais, on est sur ces louches-là, mais donc... C'est l'ordre de grandeur. C'est pour voir comment les gouvernements peuvent travailler sur des marches pour faire passer justement des travailleurs sans emploi ou des chômeurs, parce qu'il y a alors quand on parle les chômeurs indemnisés, et puis ceux qui ont des mi-temps, etc., qui ne sont plus comptabilisés, ou ceux qui ont plus de 50, c'est 50 ans, je ne sais plus. Voilà, c'est là-dessus qu'on joue, et à un moment donné, voilà. En fait, ce qui se passe quand on voit les chiffres, alors l'autre chose, c'est qu'on Et ceux qui sont en stage ne sont pas repris. C'est ça, en fait, le truc, c'est repris non plus. Il y a une problématique autour de plusieurs choses, mais pour le cas spécifique là, de ce que dit le gouvernement, qui a eu cette ligne, donc son slogan Job, 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 voilà. Dont nous, au syndicat, on rigole en permanence et ça, on fait plein de blagues là-dessus. Il n'y a pas de job, Job, Job. Si, c'est des jobs de merde en fait. Oui, et donc, quand on tire comme conclusion de la politique emploi de ce gouvernement, c'est qu'il y a eu des pertes d'emplois, donc on est toujours dans cette phase où des emplois sont perdus dans les grandes industries, on a quand même eu beaucoup de ces années. Donc c'est des emplois en général à temps plein qui disparaissent et qui réapparaissent en plus grand nombre sous des formats temps partiel. Et donc on a un peu cette impression de précarisation. C'est ça. Et donc en fait dans les chiffres absolus du nombre d'emplois, oui, ça augmente, mais on ne sait pas la qualité des emplois. L'autre truc qui a fait aussi baisser ces statistiques, comment dirais-je, système ou concept, si on peut parler de concept, des travailleurs pauvres, les poor workers. Aux États-Unis, en Allemagne, on toujours la comparaison, parce que les Français sont obsédés par la comparaison avec les chiffres d'Allemagne, alors qu'on voit qu'il y a des tas de travailleurs allemands, le chômage est plus bas, mais qui ont 500 € par mois, donc ils sont évidemment travailleurs, mais avec quel revenu? Alors est-ce que ce sont des revenus décents? Est-ce qu'ils permettent de vivre? C'est pour ça que c'est pas ça qu'il faut voir finalement. Il faut savoir comparer des choses comparables. Voilà, les gouvernements jouent toujours là-dessus. Ils jouent là-dessus et surtout ils sont en train de mettre en place des politiques qui ont été mises en place en Allemagne il y a 15 ans. Oui, c'est ça. Les mini-jobs, les mini-jobs allemands, on les importe sous des formats qu'on appelle le flexi-job. Et les contrats zéro, là, comment on appelle ça en Angleterre? Les contrats 0 heure en Angleterre. Oui, c'est ça, où on est dépendant, mais en même temps, on peut vous appeler à n'importe quel moment de la journée. Mais donc ces formules sont entrées chez nous. Chez nous, c'est surtout la formule qu'on appelle le flexi-job. C'est un truc qui était typique au secteur Horeca et qui est en train de passer dans le secteur de la vente au détail. Et donc là, qui est une formule 0 heure, donc on n'est pas obligé de marquer le nombre d'heures, qui sont des mini-jobs, donc c'est-à-dire que c'est un job en plus de votre temps plein. Donc au-delà de votre temps plein, au lieu d'aller faire du noir le soir dans un restaurant, vous allez avoir un flexi-job, vous allez faire 5 heures qui ne sont pas au black, mais qui sont... Puis il y a des minimums horaires, c'est vraiment des conditions assez immondes, et quand on se dit surtout que c'est-à-dire qu'on va demander à des gens qui travaillent déjà d'étendre leur temps de travail, alors qu'il y a des gens qui sont au chômage, et donc on se trouve devant des trucs, on a une drôle de politique de l'emploi. Donc il y a cet aspect de la création des mini-jobs, et alors surtout ces fameuses exclusions dont je parlais, ce qui fait que quand on parle des chômeurs, on calcule les chômeurs indemnisés, et on ne sait pas combien, en fait, on ne sait pas calculer le nombre d'exclus exactement. Enfin si, on sait qu'il y a les exclus, on sait combien de personnes sont sorties de ces chiffres, mais au total, des gens qui aujourd'hui ne rentrent plus dans ce qu'on appelle la population active, c'est-à-dire des personnes disponibles sur le marché de l'emploi,
ça on a d'autres problèmes. Donc, et alors, c'est des gens qui parfois vont se retrouver au CPS, donc le Centre public d'action sociale, qui est donc vraiment là, plus une politique de sécurité sociale, mais d'assistance, et donc de survie, de lutte contre la pauvreté. Donc, pourtant, eux aussi sont soumis à la question de la recherche de l'emploi. Donc, il y a des parties qui vont se recouler là-dedans, mais il y a des gens qui disparaissent. Il y a des gens qui ont tout simplement disparu des statistiques, et donc ça pose aussi encore... et comment alors un syndicat comme la FGTB parvient à communiquer avec des gens qui sont un petit peu comme des électrons libres dans la société, parce qu'ils existent quand même s'ils n'apparaissent plus en tant que tels, pour, je ne sais pas, pour essayer de les mobiliser aussi, parce qu'ils représentent, je dirais, je vais utiliser un horrible mot qui est celui d'une idéologie qui n'est pas la mienne, mais il constitue un capital humain, puisque j'ai utilisé le mot que je ne voulais pas utiliser, un capital humain qui est mobilisable aussi pour des luttes syndicales. Comment faire pour des gens qui sont atomisés, parce qu'ils sont voilà, à gauche et à droite, et puis voilà, les travailleurs, eux, ils sont dans une entreprise, donc on peut avoir une réunion syndicale, viennent ou ne viennent pas, en tout cas, il y a un lieu, il y a une concentration de travailleurs. Mais alors ceux qui sont partout et nulle part, comment le syndicat peut-il communiquer avec eux, même si le syndicat, en Belgique en tout cas, est un intermédiaire, une courroie de transmission de l'État par rapport à l'indemnisation des chômeurs. Donc quelque part, ils doivent avoir à un moment donné, bon, à mon époque c'était tous les jours qu'on devait pointer, maintenant ce n'est plus le cas, donc tous les jours il y avait un lien avec le lien était différent, est beaucoup plus fréquent. Comment ça se passe alors aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même ce lien, puisque le syndicat fait partie de l'organisation de l'appareil d'État, qu'on le veuille ou non. Il est lié à l'État, puisqu'il sert de courroie de transmission pour l'indemnisation des travailleurs. Est-ce que c'est par ce biais-là qu'on parvient à sensibiliser? Est-ce qu'il y a des tracts, et les tracts, quel rôle pourrait-il jouer d'ailleurs? Mais est-ce que au moment où s'établit cette relation financière, est-ce que c'est un moyen où on peut essayer d'avoir un lien avec eux? J'essaie d'imaginer. C'est un paradoxe du syndicalisme belge. Oui, c'est ça. Je pense il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que, donc, ce qui veut dire qu'au niveau des chômeurs, ça veut dire que dans les effectifs du chômage en Belgique, ils représentent un tiers des affiliés. C'est quand même assez énorme. Et donc, les chômeurs représentent un tiers des affiliés des syndicats. Dans une Belgique où 60% des gens sont syndiqués, 60% des actifs sont syndiqués, c'est quand même des très gros chiffres, et un tiers d'entre eux sont des gens sans emploi. Donc, bon, ils représentent une masse importante dans le syndicat. De manière générale, leur avis devrait compter, être fort, mais alors on peut déjà poser la question de quelle est la démocratie syndicale. Et donc ça, au sein du syndicat, il y a déjà beaucoup de questionnements qui se font: comment faire évoluer la démocratie syndicale, comment être sûr qu'un maximum de gens qui sont membres des syndicats participent d'une manière ou d'une autre à une structure syndicale à un moment, parce que énormément de gens qui sont simplement affiliés, qui sont peut-être au travail, mais ne sont pas dans une délégation syndicale, ne sont pas dans un organe quelconque, qui fait qu'en fait finalement ils existent, ils sont membres, mais ils ne touchent pas aux structures. Quand on est chômeur, c'est encore pire, puisque quand on est en emploi, comme tu dis, tu te trouves sur un lieu social, le travail, où il y a une délégation potentiellement sur laquelle tu veux participer. Quand tu es chômeur, tu as cette force qui en Belgique, qui est l'organe de paiement, qui n'est quand même pas obligatoire, il y a quand même possibilité de passer par l'État, et quand même c'est pas une petite caisse, la CAPAC. Mais enfin, quand on est syndiqué et chômeur, ou en tout cas sans emploi, et qu'on est syndiqué, on reçoit quand même, par le fait même qu'on est cotisant, on reçoit quand même des informations, on reçoit des petits journaux, où on informe, comment dirais-je, sur toute une série de sujets qui touchent à la vie des travailleurs, sur leurs pensions, sur les indemnités si l'on tombe malade, en invalidité, sur toute une série de choses. Donc ça forme quand même un lien en termes d'information, déjà ça.
il y a aussi des indications sur des convocations pour des assemblées générales de travailleurs. Est-ce qu'ils viennent à ces assemblées? Moi, je pense qu'il y en a qui viennent. Alors, ça va dépendre de la thématique. En fait, quand il y a eu ici les exclusions, il y avait des assemblées qui se rassemblaient, il y avait moyen. Maintenant, entre le moment d'être rassemblé pour recevoir l'information et le fait de passer à l'action, c'est là qu'on est dans le paradoxe du syndicalisme belge, qui est un syndicalisme très massif, avec vraiment beaucoup de monde, mais où l'affiliation est rarement militante. Parce que quand on parle à France, c'est environ 10%, voire moins de 10%. On a moins de 10%. Là, c'est 6 fois plus. Hein, on est dans les chiffres des pays du Nord, et on est haut par rapport aux pays du Nord. Sauf que chez nous, on dit souvent que le syndicalisme est aussi un service club, quoi. Bon, enfin, mais chez eux aussi. Oui, bien sûr. Le syndicalisme, voilà, c'est une association qui défend des intérêts, on est bien d'accord. Hein. Et donc on a un gros aspect service, et alors là où je pense qu'il y a probablement tout doucement aussi une modification de l'approche du syndicat, c'est qu'avec ces fameuses exclusions, et il y a une dizaine d'années ce qu'on a appelé les politiques d'activation, hein, donc le développement d'état social actif, qui fait que quand on est chômeur, il faut prouver qu'on est un bon chercheur d'emploi et on fait une recherche d'emploi active, on doit ramener des preuves, etc., qui est un truc qui a commencé en 2003. Et bien en fait, des gens se retrouvaient à commencer à perdre leurs allocations. Donc il y a eu les exclusions, hein, qui étaient donc à la phase, il y a une limite dans le temps, mais avant il y avait des gens qui étaient exclus parce qu'on constatait qu'ils cherchaient mal du boulot. Ce qui était déjà une nouveauté en 2003. Il n'y avait pas avant 2003 tout ça. Hein. En 2003, la seule fraude possible au chômage, c'est de travailler en noir. Après 2003, c'est vous ne cherchez pas assez bien du boulot. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on va commencer à avoir un changement dans l'état d'esprit, c'est-à-dire que le syndicat, qui était l'organe de paiement, qui, comme tu dis, file une info syndicale, un journal syndical, qui fait que tu ne te poses pas de questions, ça t'informe. À partir de ce moment-là, on va commencer à se dire, tiens, il y a un mec au guichet qui refuse de me donner mes sous. Et la confusion va commencer à naître entre l'organe de paiement, que le syndicat, qui est quand même toujours à la défense, et celui qui est l'État, qui est en fait celui qui a pris la décision de ne plus te donner d'argent. Mais oui, c'est ça. Alors, mais ça, on le sait bien, on s'en rend compte, c'est pas une problématique interne qu'on n'a pas fini de régler, et c'est un combat pour nous de rester... ok, nous on est là pour vous défendre, et c'est pas réglé, c'est des combats, on est en plein dedans. Je voudrais apporter une petite précision, puisque je suis... on voit la couleur de mes cheveux, donc je ne suis pas né hier, et tu parlais de 2003, tu as parlé de 2012 et 2015 comme étant des dates importantes dans l'histoire du chômage en Belgique. Tu as parlé de la seule, comment dirais-je, chose qui pouvait se passer, c'était la fraude, le travail au noir, c'est ça, voilà. Mais moi je me souviens, je ne vais pas arriver avec des vieilles lunes, mais enfin moi je me souviens qu'à l'époque où moi je suis sorti de mes études, il y avait donc beaucoup de chômeurs, et donc à l'époque, non seulement il fallait pointer tous les jours, mais l'heure du pointage était différente tous les jours. Donc pour faire du travail au noir, c'était dur. À moins d'avoir certaines activités, voilà, parce qu'un jour c'était à 9h du matin, un autre jour c'était à 11h, puis c'était de nouveau à 8h30, et puis c'était à 2h de l'après-midi. Donc pour avoir un travail au noir, c'était quasiment impossible, sauf dans certaines activités précises, mais quelqu'un qui travaille dans l'ORECA, dans le bâtiment, c'était inimaginable. Hein. Voilà. Enfin, tout à fait. Je parle ici à la fois en historien et en acteur de temps passé. Mais donc on a vraiment eu un switch idéologique sur comment est-ce qu'on pratique le chômage. Ça fait très mal, parce qu'il y a aussi toute une philosophie autour de la sécurité sociale en Belgique les syndicats font partie de sa gestion. Et donc il y a ce côté, on gère un truc qui n'est pas entièrement sous notre contrôle, voire qui commence à travailler contre nous. Et donc c'est... Et alors il y a aussi un autre paradoxe, si je puis dire, qui pourrait étonner des camarades d'autres pays européens. Je ne sais pas très bien comment ça se passe à l'extérieur, mais enfin, quand on est membre du syndicat en Belgique, une fois par an, on reçoit une prime syndicale. Donc ça veut dire que c'est celui... Pas tout le monde. Comment ? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Mais en tout cas, bon, le secteur dans le public, voilà, comme enseignant. Donc ça veut dire que c'est l'employeur, l'État patron, en l'occurrence, dans mon cas en tout cas comme enseignant, qui nous récompense quelque part
d'appartenir à une organisation qui est censée se battre contre le patron. Je veux dire, dit de manière simple, mais quelque part, ça paraît quand même un petit peu curieux. Bon, je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait cette prime syndicale, mais enfin, quelque part, c'est quand même paradoxal. Si on est dans une logique, je dirais, de lutte de classe, où finalement, c'est le patron. Ceci dit, l'État et les patrons ont besoin de l'existence des syndicats, parce que sinon c'est les émeutes et c'est le bazar général. Donc quelque part, objectivement, je dis au sens étymologique du terme, les syndicats sont nécessaires au patronat. Et en même temps, on a l'impression que c'est un partenariat, on parle des partenaires sociaux, alors qu'en fait, ça ne devrait pas être des partenaires, parce qu'on a une longue tradition de négociation en Belgique qui n'est pas une opposition frontale comme ça peut l'être dans certains pays. Mais je voudrais avoir ta réaction par rapport à ça. Mais alors, je me trompe peut-être, mais c'est peut-être spécifique en fait au service public. Le fait que ce soit l'employeur qui le rende. Sans doute, oui. Moi, je n'ai jamais travaillé dans le public et comme enseignant. Donc, mais chaque année, il y a une prime syndicale, donc on a un remboursement d'une partie de notre cotisation. C'est le syndicat qui te rembourse la moitié. Et pour moi, dans le privé, c'est le syndicat qui te la reverse, c'est pas l'employeur. Ah oui. Mais je ne connais pas toutes les pratiques. Il y a plein de pratiques autour de la prime syndicale, mais donc l'idée générale, c'est juste, tu payes 15 € par mois et tu en retouches environ 100 €, ce qui correspond plus ou moins à la moitié de ce que tu as. C'est ça, voilà. Et donc il y a des cas où c'est le syndicat qui le verse. Et donc c'est ça que je pense qu'il faut aussi garder en tête. Mais là, c'est pas ça, parce que c'est le syndicat qui donne une attestation. Ouais. Pour l'employeur, donc pour l'État, ici en l'occurrence. Puisque c'est lui qui donne l'attestation au syndicat. Oui, tout à fait. Mais c'est pas lui qui rembourse. C'est pas lui qui rembourse. Écoute, enfin, je trouve ça. Ça a quelque chose, évidemment, pour quelqu'un qui est logique et cohérent. Et qui est un militant, ça paraît un peu bizarre, évidemment. Mais je suis complètement d'accord qu'il y a... Parce que ça crée une forte ambiguïté. Mais ça crée... Il y a plein d'ambiguïtés. Oui, il y a plein d'ambiguïtés. Non, mais c'est parce qu'on a parlé déjà d'indemnisation. On a parlé d'indemnisation, ici la prime syndicale, mais tout ça est tellement imbriqué, alors on va dire, ben oui, ça résulte de combats, ben je veux bien, mais en même temps, ces combats gagnés sont autant sur le plan purement militant, de pas en arrière. Parce que ça limite la compétitivité aussi, parce que bon... mais l'État a besoin des syndicats, vraiment, comme courroie de transmission. Mais, ouais, ce sont des partenaires, je veux dire, ce sont... Je pense que dans le monde syndical, la question des partenaires est parfois évoquée à débat. Alors, je ne veux pas dire que c'est le discours... mais c'est en tout cas le terme officiel qu'on utilise, tu es bien d'accord. C'est le terme officiel, mais qui est énormément critiqué de notre part. Tout à fait, et je ne parle pas ici à titre de militant qui non, le pense. Je pense que c'est porté même parmi les gens les plus hauts mandatés de la FGTB, cette question des partenaires sociaux. Pour beaucoup, quand même, il y a une réflexion sur partenaires sociaux, c'est un acquis d'une situation historique donnée qui était la suite de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire une question économique de croissance importante où, entre guillemets, il y a un accord idéologique. Alors, je crois qu'on pourrait en débattre longtemps sur est-ce que c'est vrai ou pas, mais en tout cas, à première vue, on peut plus facilement négocier de questions salariales, on va obtenir des questions de reconnaissance des syndicats, puisqu'en fait, avant 1945, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas un cadre légal définitif à la reconnaissance de l'élection syndicale, l'obligation pour l'employeur à partir d'une certaine nombre de travailleurs d'organiser des élections et d'avoir une délégation syndicale. Tout ça naît dans les années 50, et donc partenaires sociaux, ça s'inscrit dans cette idée qu'il y a une paix sociale en fait. Et ces dernières années, on est très loin de la croissance des années 40, des 40 aux années 70. On est très loin d'autres éléments. Quand on joue sur cette paix sociale, il faut quand même se rappeler qu'on est aussi à l'époque de la guerre froide, on est à la fin... Oui, bien sûr. Mais tout ça, on est loin aussi, je veux dire, 89, c'était il y a 30 ans. Voilà, c'était il y a 30 ans, oui. Et donc... à ce moment-là, il fallait juguler, contenir le communisme, mais bon, et donc c'était aussi une manière, bien entendu, et le plan Marshall allait dans ce là aussi. Et donc, à partir du moment où il n'y a plus de communistes à juguler, il n'y a pas de croissance suffisante pour se dire qu'on peut leur donner un morceau de la part du lion,
on leur déclare la guerre ouverte. Et je pense que dans les syndicats, cette réflexion, surtout avec ce gouvernement-ci qu'on a eu depuis 2014, que non, ils nous ont ouvert le feu dessus, et la réponse n'est très simple, c'est nous ne négocierons pas. Et donc, partenaires sociaux, c'est même parfois un paradoxe de notre discussion. Quand même, on est très nombreux dans le syndicalisme à être sortis des grandes grèves de 2014, qui étaient les dernières grandes grèves qu'on a connues un peu ici en Belgique, avec un goût très amer dans la bouche, puisque on est revenu aux négociations pour des clopinettes. Et c'était juste qu'en fait, on avait toujours cet aspect, et nous, on est des organes de négociation, on est là pour essayer d'obtenir des trucs, et on se dit, vous n'obtiendrez rien. Mais si vous voulez continuer à discuter un minimum, venez. Parce que sinon, on ne parlera tout simplement plus du tout. Et ça, c'est le paradoxe d'une philosophie, probablement, du partenaire social, à un moment où l'adversaire déclarait que lui, il n'était plus partenaire social. Donc ça va nous promettre... Ce serait peut-être intéressant d'expliquer à l'usage justement de français, de qui habite outre Kievra, d'expliquer un petit peu quand même... Je crois qu'en France, c'est la même chose de ce point de vue-là. Ce sont les partenaires sociaux qui sont censés trouver un point d'entente, et s'ils ne sont pas d'accord, alors c'est l'État qui intervient, enfin le gouvernement qui intervient pour pour légiférer à un moment donné si les partenaires ne se mettent pas d'accord. Sauf qu'il me semble parce que c'est pas une connaissance parfaite de l'histoire du développement de la délégation, de la négociation syndicale en France, mais j'ai l'impression que celle des Belges est plus... cette reconnaissance de ce qu'on appelle la concertation sociale en Belgique est plus profonde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que pour éviter les conflits sociaux en Belgique, nous allons s'assurer qu'il y ait une négociation qui produise des accords qu'on appelle les conventions collectives en Belgique. Et cette convention collective peut être reprise ensuite pour en faire carrément des lois. Oui, c'est ça. Il y a des cadres pour toute une série d'accords. Oui, mais si les partenaires ne parviennent pas à s'entendre, c'est quand même le gouvernement qui a le dernier mot. Il peut légiférer, et donc si c'est un gouvernement de droite, soit c'est... Qu'est-ce qui se passe? Mais on a eu des cas actuellement, et c'est là où on se retrouve quand même dans une situation particulière, où il y avait des accords patrons-syndicats, où le gouvernement a décrété qu'ils s'en fichaient de l'accord et d'aller plus loin quand même. Et donc c'est là où ces concertations aussi, quand même, il y a quand même le gouvernement qui agit ouvertement. Alors, ça ne veut pas dire que les patrons ne sont pas prêts, n'étaient pas derrière le gouvernement aussi, mais eux étaient prêts à concéder plus que le gouvernement. Et donc c'est intéressant qu'on a quand même un gouvernement qui politiquement est plus à l'offensive que le patronat seul, tout en portant le même discours que le patronat en interne. Non, ça je ne dis pas le contraire. Mais là, c'est un gouvernement qui est particulièrement à droite, parce que en général, dans les coalitions, c'est centre-droit, centre-gauche, tandis qu'ici, en tout cas pour la partie francophone, il y a les libéraux, il n'y a personne d'autre, et du côté néerlandophone, je veux bien qu'il y ait les chrétiens, mais pour le reste, il y a quand même l'ANVA qui est franchement à droite, quoi. Je veux dire, il y a longtemps qu'on n'a plus eu un gouvernement aussi à droite, en tout cas, c'est ça. Donc là, voilà. Ben, ça a créé à la fois au début une mobilisation très forte, c'est-à-dire que pour la première fois, donc, quand même, il faut se rendre compte que vu que les syndicats sont en Belgique par tradition liés à des partis politiques, le fait que ces partis politiques soient oui ou non dans le gouvernement jouait aussi sur la combativité syndicale. C'est un secret pour personne, ni dans le syndicat, ni en dehors. Et ici, on se retrouve avec un gouvernement avec peu d'implications syndicales. Bon, les libéraux n'ont pas un lien dur avec leur parti frère. Et du côté des chrétiens, en effet, il y a le parti chrétien flamand, qui a quand même un rôle et un poids sur le syndicalisme chrétien. Mais quand même, c'était un peu vu que la FGTB en Belgique, par tradition, est aussi un peu la structure la plus combative des trois, régulièrement, c'est pas toujours vrai, hein, mais globalement, par tradition, on va considérer que c'est la plus combative, avait un peu ici le champ libre, de ne pas se poser la question de est-ce que notre allié historique, le Parti Socialiste, est au gouvernement? Non, il n'est pas là. Du coup, pas d'inquiétude, pas de négociation en cours, on pouvait charger. Et on s'est retrouvé devant un gouvernement d'une violence assez folle et qu'on s'est retrouvé assez handicapé. Alors,
Il y a eu plein de raisons, hein. Il y a eu plein de discussions qui ont causé ça. Il y a le fait que en fait, la NVA joue énormément sur son agenda nationaliste pour attaquer les syndicats. Hein. C'est un des grands discours qui était tenu en 2014, c'était de dire bah, si vous refusez de négocier, si vous refusez les conditions économiques dans lesquelles nous voulons avancer, tout simplement, nous allons probablement faire tomber ce gouvernement à cause de votre grève générale. Si le gouvernement tombe, nous allons revenir aux élections. Si nous tombons aux élections, l'ANVR reviendra au pouvoir probablement avec encore plus de voix. Et ce coup-ci, on déposera un programme sur les questions communautaires et nationales, et non plus sur les questions économiques. Et vu que, de toute façon, la Wallonie vote à gauche et que la Flandre vote à droite, nous serons le pays, on fera notre politique économique comme on veut dans le Nord. Et ce qui n'était pas ce qui était en tout cas pouvait être un point de réflexion pour la gauche en Belgique. Ça, je pense que c'était un aspect qui a causé en partie la défaite. Je pense que c'est pas le seul, puisque sinon c'est très trop facile que ce soit la seule raison. Voilà, mais écoute, je crois qu'on arrive au terme de notre entretien, puisqu'on a abordé tout d'abord la question du syndicalisme étudiant et la création de l'USE. On a parlé ensuite, je dirais, du syndicalisme professionnel, en abordant le problème essentiel des travailleurs sans emploi, en évoquant le rôle du collectif Résiste au sein même de la FGTB. Et puis alors, tu as amené toi-même la conclusion en ouvrant des perspectives, ou plutôt en montrant la fermeture de ces perspectives dans le présent immédiat et dans l'avenir par rapport à la conjoncture actuelle et par rapport à, je dirais, la constellation des partis politiques en Belgique, puisqu'il y a un agenda qui est propre à ce parti de droite en Flandre, qui est un parti communautaire qui vise effectivement, qui a des objectifs qui sont économiques avant tout, mais qui se situent dans une perspective, on peut dire, nationaliste. Hein. Voilà. Je ne sais pas si tu souhaitais encore aborder quelque chose, que tu ne te sens pas frustré à la fin de cet entretien en disant « Ah, mais j'aurais bien voulu qu'on parle encore d'autre chose et on n'en a plus l'occasion. » Moi, ça ne me dérange pas de poursuivre encore un petit peu. Hein. Moi, si je peux t'ajouter quelque chose, c'est que vraiment sur la problématique des sans-emploi, je pense que là où on est devant quelque chose d'important, et c'est pour ça que moi je trouve qu'il faut en parler, c'est en fait, ce gouvernement a créé une variété de statuts de sans-emploi. Donc, ça, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à reconstruire une entité commune, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à unifier ces gens pour se battre. Et ça, c'est vraiment un truc que, dans le monde syndical, on n'a pas tout à fait résolu, entre, comme tu dis, celui qui est indemnisé par la sécurité sociale et qui reçoit son argent au syndicat, celui qui a été exclu de tout ça, hein, qui se retrouve un petit peu aujourd'hui, tiens, est-ce que c'est le syndicat qui m'a exclu, je ne sais pas trop, celui qui va finir à l'aide sociale, celui qui n'aura jamais droit à ce chômage, parce que c'est des jeunes. Donc on a vraiment une variété de choses, une approche différente du monde du travail, et donc c'est très difficile d'unifier, parce que quand on parle des sans-emploi, hein, c'est une belle catégorie bien large, mais en vrai, ça recouvre des réalités vraiment parfois très différentes. Et à la limite, on se dit, est-ce qu'on ne faudrait pas faire un truc pour chaque sous-catégorie, quoi. Et moi, je pense que c'est ça. Est-ce que devait dire un truc, un syndicat pour chaque catégorie? Parce que le mot truc, c'est ça, je voulais savoir, ou une stratégie différente pour chaque catégorie dans l'approche de syndicat. Ça, c'est des questions pas résolues. Ça, c'est des questions qui, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faut qu'on résolve. Les points, et là, c'est intéressant parce qu'en fait, on entre sur des aspects qui sont finalement, en fait, le syndicalisme et la gauche en général est dans une approche et que touche sur les questions matérielles. Je suis à la FGTB, on a une formation matérialiste, on se revendique des matérialistes, etc. Et donc la question économique, qui ils sont, leur rôle dans la production et tout. Et donc, mais là, on a donc toute une variété de sous-secteurs. Et donc finalement, on est plus dans tiens, mais comment est-ce qu'ils peuvent acquérir leur conscience de classe et de leur rôle et de leur place qu'ils auront. Et alors finalement, c'est plus là-dessus qu'on doit travailler, sur leur conscience, que sur leur question de qu'est-ce qu'ils vivent concrètement, parce qu'ils ont vraiment trop de variétés de situations.
Et comment est-ce qu'on se construit cette conscience? Et cette conscience, moi je pense aujourd'hui, c'est très fort sur est-ce qu'on arrive à redonner à ces gens une fierté quelconque? Parce qu'en fait, le monde du travail a quand même construit son syndicalisme en partie sur sa fierté de dire nous sommes des producteurs, nous avons un rôle et c'est nous qui produisons tout, hein, cette phrase qu'on retrouve assez souvent. Les chômeurs ne peuvent même pas dire ça, c'est très dur. Et donc cette question de construire une identité avec une force et qui n'est peut-être pas autour de je suis chômeur et il y a de quoi être fier. Alors, si, ça peut être une option. Hein, il y a toute une série de gens qui réfléchissent sur le fait que mais en fait, je ne fais pas rien pendant que je suis chômeur, je suis productif sur plein d'autres aspects. Ou alors, une autre option qu'on pourrait envisager, c'est de se dire, oui, mais moi, je refuse ce que vous me proposez, et en fait, et je me bats, et je suis fier de me battre. Et ça pourrait être encore... Donc vraiment, c'est question de comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à redonner une force à des gens à qui on retire tout, et qu'on essaie de leur donner plus aucun espoir. C'est un petit peu ce qui pour moi va être la difficulté pour construire des vraies forces d'opposition, de gens qui sont concernés par la problématique. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde syndical, pendant très longtemps, en Belgique, vu la structure, le rapport syndicat-chômage et État, pour le moment, c'était toujours finalement les gens en emploi qui défendaient le chômage. C'est-à-dire que si les gens en emploi étaient tout à fait conscients que si on abaissait les droits des chômeurs, en fait, tout simplement, ça veut dire que si eux perdaient leur emploi, ils se retrouveraient dans cette position, etc. Et donc, c'est eux qui vont porter ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ici, vu les attaques progressives du gouvernement, de la droite, du capitalisme depuis 20 ans, c'était que finalement, c'était sur le secteur sur lequel on pouvait concéder des trucs. Hein, je veux dire, ok, on ne va pas concéder sur des questions salariales et tout, c'est quand même trop important, mais sur le chômage, ok, d'accord, c'est vrai, on ne peut pas faire autrement. Et ici, je pense qu'on rentre de plus en plus dans une dynamique où, bien sûr, il faut qu'eux gardent quand même un minimum de résistance, sinon on ne pourra pas, c'est eux la masse, c'est eux qui font, et c'est eux qui ont le plus gros levier économique face au gouvernement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut clairement réussir à construire, c'est ça le but comme collectif résiste, mais je pense que c'est très balbutiant. On n'a pas encore aujourd'hui des collectifs de chômeurs qui sont vraiment structurés avec du nombre et capables de s'autogérer. Ça, c'est la question du futur, c'est comment ces gens à qui on retire tout arrivent à réellement s'organiser et pas devoir compter sur les autres pour s'organiser à leur place. Ça, je dirais que c'est un peu l'enjeu, je trouve, d'un tel boulot et qui est loin d'être compris par même, ne fût-ce que tous les gens qui bossent là-dedans. Hein. Je crois que, voilà, moi j'aurais dit ça comme mode conclusion, c'est comment s'organiser entre chômeurs. Simplement, je pensais, pour faire la conclusion de la conclusion, là, c'est pas une conclusion, parce que l'objectif d'une conclusion, c'est de laisser ouvert les problématiques pour faire réfléchir ceux qui nous écoutent ici. Hein. C'est certainement pas pour clore, puisque tu le dis toi-même, la solution, on ne l'a pas, c'est en discussion, on se pose beaucoup de questions. Hein. C'est vraiment l'objectif ici. Donc, mais j'étais en train de réfléchir, puisque je suis historien quand même de formation et de métier, quand même, quand on pense comment le syndicalisme s'est créé au XIXe siècle, mais il y avait aussi ces situations, c'est pas la même chose, le contexte est tout à fait différent, mais enfin on se trouvait devant un patronat dur, des gouvernements, mais alors là, encore bien pire, conservateurs et beaucoup plus de droite que ceux qu'on connaît maintenant, avec une répression, les policiers, les gendarmes à cheval, enfin c'était des choses quand même, hein, bon, parce que ça, bon, je dis pas, il y a les Robocop, tout ce qu'on veut, mais enfin là c'était vraiment des charges sur les émeutiers, il y avait des morts, quand on voit, bon, le chômage lui-même, il n'y avait pas d'indemnité, on a dû construire tout ça, il y avait quand même... l'armée de réserve des sans-emploi quand même, hein, la loi des reins des salaires. Bon, quand on a lu Zola, Germinal, on voit ce que c'est. Ils font la grève, on fait venir les Belges pour venir travailler dans la mine de Montsou, là, dans le nord de la France. Donc en fait, les situations ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même des problématiques qui restent celles d'un rapport de force à l'intérieur d'un mode de production qui est quand même le même depuis 200 ans, qui est le mode de production capitaliste, la recherche du travail, basée sur l'accaparement d'un plus-value, l'exploitation quand même de ceux qui n'ont que la force de leurs bras ou de leur cerveau, hein, puisque maintenant il y a quand même de plus en plus de gens qui travaillent des cols blancs, plus des cols bleus.
Donc je veux dire, finalement, est-ce que ces problématiques sont tellement nouvelles? Simplement, il faut les repenser dans un cadre nouveau. Je suis bien d'accord. Il y a eu des mutations du visage du capitalisme. Enfin, le fond, c'est que c'est toujours le système capitaliste qui a connu des cycles de crise, de croissance, voilà. Et nous sommes à un moment donné dans une conjoncture particulière. Mais finalement, ce que tu expliques, au XIXe siècle, c'était là aussi. Il y avait ceux qui n'avaient pas de travail, qui n'avaient pas d'allocation de chômage, et qui se sont quand même, parce qu'ils étaient dans une misère encore plus loin, parce qu'ici il y a encore des filets de sauvetage de CPS, même si c'est misérable, on est bien d'accord. Mais là, il n'y avait même pas. Ces filets. C'est parce qu'on est dans la phase de transition, c'est-à-dire qu'on est dans la fin du compromis fordiste, comme on appelle ça parfois, c'est-à-dire qu'une époque où on parle de travail typique, c'est d'ailleurs de ça qu'on parle nous dans nos formations, le travail typique, le temps plein, en CDI, voire statutaire, et tout ça, tout ce mode de travail qui est né au lendemain de 1945, n'est plus du tout la norme. Au contraire, la droite nous répète en permanence que faut arrêter de rêver, on n'aura pas ça demain. Et en fait, donc c'est juste qu'on a des structures syndicales héritées d'une période qui est une exception historique dans le capitalisme qui est quand même court, il ne faut pas se mentir. Mais en effet, comme tu dis, la référence au 19e siècle est très forte. Je veux dire, en tout cas, on n'est pas au 19e siècle, il ne faut pas non plus se mentir. La force de travail est encore très majoritairement à temps plein en CDI, et il ne faut pas se mentir non plus, c'est quand même la masse des travailleurs toujours. Ils ont toujours une force très, très grande, mais ils ont déjà eu toute une série d'élitements de leur lieu de travail avec la sous-traitance, etc., qui font qu'ils ont déjà été affaiblis par rapport au compromis fordiste. Et alors, il y a toute l'apparition d'une masse de travailleurs qui ne rentrent plus dans ce compromis. Et, dans ces structures datant de ce compromis. Et voilà, moi je pense que la question c'est comment on réarrive à réapprendre à se structurer alors qu'on avait oublié, puisque ça fait 80 ans qu'on n'avait plus besoin de ça. Du coup, c'est normal. Et je pense que ça pourra sortir du frais, ça pourra sortir du bon. Moi je pense que la vraie question c'est est-ce que, contrairement à ce que on s'est posé en 1945, au premier article de la charte de la FGTB, enfin déclaration de principe, qui est de dire abolissons le salariat pour sortir définitivement de la problématique du capitalisme. Est-ce que cette fois-ci, au bout de ce cycle, on arrivera à le faire? C'est la vraie question à se poser. Ou est-ce qu'on va réavoir une phase du capitalisme plus dure, ou est-ce qu'on va retourner vers une social-démocratie? En tout cas, là, on est dans la phase de changement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Eh bien, on va terminer là-dessus, parce qu'il faut terminer quand même. Il faut atterrir. Et s'il y avait un souhait à émettre, c'est peut-être, de ton point de vue certainement, et du mien aussi, je crois, c'est d'essayer de sensibiliser le plus possible les travailleurs, qu'ils soient ou non en activité, comment dirais-je, à se mobiliser alors j'allais pas dire à se syndiquer malgré les travers que j'ai pu dénoncer en tant qu'avocat du diable, je ne sais pas, enfin voilà, donc en tout cas rester seul dans son coin c'est pas la solution, et donc on en revient à ce slogan qui se trouve au-dessus du manifeste du Parti communiste: travailleurs de tout pays, unissez-vous. Et je terminerai avec cela. Je te remercie, Gérald.